Bonjour et bienvenue à tous. Saviez-vous que 20% des 27 000 entreprises de 50 salariés et plus sont des associations, qu'avec plus d'1,8 million emplois en 2017, elles représentent 5 fois plus que le secteur automobile et que ce sont des chiffres qui datent de 2007. La valeur ajoutée des associations représenterait environ 3% du PIB, soit environ 45 milliards d'euros. Beaucoup de chiffres, pour débuter cette émission. L'idée étant de montrer le poids des associations dans l'économie française et la question que ce poids sous-tend, les associations sont-elles des entreprises comme les autres? Doivent-elles obéir aux mêmes règles? Et pour débattre, j'ai le plaisir, comme chaque semaine, de retrouver Jean-Eudes Tesson. Bonjour. Bonjour Priscilla. Chef d'entreprise. Et puis, vous avez aujourd'hui la casquette de président d'association, donc vous allez nous en parler évidemment avec beaucoup de facilité. Puis Joseph Touvenel à vos côtés, qui sait aussi plein de choses sur ce sujet. Alors, on va peut-être commencer, Jean-Eudes, avec ce que dit la loi de 1901 sur les associations, précisément. Elle dit surtout une chose, elle définit l'obligation d'un but non lucratif. C'est dans le texte. Mais il y a aussi des confusions autour de cette lucrativité, parce qu'il faut distinguer le but lucratif ou non lucratif, donc non lucratif pour les associations, et les activités lucratives que peuvent exercer des associations. Une association à but non lucratif, c'est-à-dire dont les profits ne reviennent pas à des actionnaires et restent dans l'association, peut avoir des activités lucratives au sens fiscal du terme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une activité lucrative? C'est une activité qui rentre dans le champ des activités économiques normales de l'entreprise. Et de ça, c'est pour éviter les distorsions de concurrence. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a une activité lucrative, qui peut être seulement une des activités de l'association? C'est que cette activité est fiscalisée au sens de l'impôt sur les sociétés et de la TVA. C'est-à-dire que si mon association exerce une activité lucrative, je peux décider de sectoriser fiscalement et que sur cette partie-là de mon activité, je vais payer des impôts sur les bénéfices et payer de la TVA, mais aussi la récupérer. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. C'est assez complexe comme monde, en fait, quand on vous écoute. Oui, mais je crois que ce qu'il faut retenir quand même, c'est que la caractéristique générale des associations dites 1901, c'est que leur but n'est pas lucratif. C'est-à-dire que ça ne revient pas à des actionnaires ou aux membres, en tout cas. Joseph, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur cette définition extrêmement précise? Oui, peut-être un petit point d'histoire. C'est que sous l'Ancien Régime, ça existait et les associations en fait, à but non lucratif, ça s'appelait des communautés. Et je trouve que ça représente assez bien ce que ça peut être une communauté. Groupé autour d'un centre d'intérêt, d'un métier, ça peut être... Oui, mais dans le sens communauté, on a un rassemblement de personnes. C'est très humain, le terme de communauté. Et ça, je trouve ça assez bien. Et puis ça a disparu parce que ça a été interdit par l'affreux citoyen Le Chapelier, qui en 1791 est passé par là, a bazardé tout ce qui était de social, a mis sa petite dictature ultralibérale. Je suis désolé, mais c'est un peu ça. Puisqu'on n'avait plus le droit de se rassembler, y compris tout ce qui était à but non lucratif, mais ça a été un drame. Ça a été un drame. Par exemple, toutes ces communautés qui animaient des hôpitaux, qui s'occupaient des plus pauvres, elles ont été interdites. Et quand la loi est revenue, la loi de 1901, avec Waldeck-Rousseau, le même d'ailleurs qui avait fait, je crois que c'est 1887, la loi sur les syndicats, il y a eu un combat très fort pour savoir s'il pouvait y avoir des associations religieuses, des communautés religieuses qui se mettent en place. Ça a été un débat à l'Assemblée nationale très rude à l'époque. Et finalement Finalement, oui, il y a des congrégations religieuses qui sont traitées un peu différemment, d'ailleurs, dans notre droit. C'est ce qu'on entendait aussi, s'il y a pas mal de formes d'associations différentes. Est-ce que la principale différence aujourd'hui entre une entreprise et une association, c'est justement ce but non lucratif dont vous parliez tout à l'heure? Je crois que c'est pas tout à fait seulement ça, parce que dans une association, les moyens humains sont en plus des salariés, lorsqu'il y en a, des bénévoles. Et en précisant que la même personne... Il n'existe pas au sein d'une entreprise. Il n'y a pas de bénévoles au sein d'une entreprise? Ah ben non, c'est interdit. Là, on est dans le travail dissimulé. C'est puni par la loi, c'est de la correctionnelle. Voilà. En revanche, mais dans une association, c'est encore un peu plus compliqué que ça, parce qu'on ne peut pas avoir, pour une même fonction, des personnes qui sont salariées et des personnes qui sont bénévoles. Et une personne ne peut pas... de temps en temps se faire salarier pour une activité et de temps en temps être bénévole. Donc c'est très précisément défini, mais surtout, ce qui est commun, ce sont toutes les règles comptables
Et une association, à partir d'un certain montant de son bilan, doit avoir un commissaire aux comptes comme une entreprise. Et puis surtout, ce qui est commun, c'est lorsqu'une association est employeur, elle est soumise aux mêmes règles qu'une entreprise employeur. Le droit du travail est le même pour une C'est association exactement la comme même pour chose. Les n'importe quelle conventions entreprise. collectives ne sont pas les mêmes, puisque ça dépend des secteurs, mais le droit du travail est exactement le même, s'applique de la même façon, avec la même sévérité, avec de la part des URSSAF un regard un peu particulier justement, puisqu'il y a un risque dans une association que certains emplois soient confiés à des bénévoles, alors que le même emploi serait confié à un salarié. Et bien à ce moment-là, on peut dire, l'URSSAF peut dire, ben écoutez, le bénévole, il ne fait pas cadeau de son temps, il fait cadeau seulement de son salaire net, et vous devez payer les charges sociales sur le temps qui Il y a un regard passe. extrêmement vigilant de la part de l'État, de l'URSSAF Oui. en général. Joseph. Une petite remarque, le droit du travail, moi je parlerais de bienveillance, alors que le terme qui a été employé a été un terme de rigueur, etc. Il ne faut pas regarder les droits forcément comme quelque chose qui empêche. Mais le droit du travail, c'est quand même quelque chose de particulier. Enfin, Permettre aux une gens de définition. passer, par exemple, un dimanche en famille, ça me semble être un acte de bienveillance. Heureusement qu'il y a le droit du travail pour être là. Ah, oui. Deuxième remarque, sur les 3% du PIB, oui, chiffre exact, sauf que le PIB n'est pas le bon instrument pour mesurer ce qu'apporte. Ça pourrait faire le sujet d'une autre Et oui, émission, parce que le PIB, tout ce qui est un bon instrument de mesure de l'économie. l'éducation, la formation, je pense au mouvement scout, mais à bien d'autres, c'est, pour la richesse du pays, c'est considérable. Et ce n'est pas vu dans le PIB, donc c'est une importance bien supérieure. Et puis, par des associations, on a des associations, par exemple, de défense des chrétiens d'Orient, des associations humanitaires, enfin, c'est quelque chose qui porte le pays, qui porte les gens, qui permet de faire autre chose. Tous les champs, les associations, elles recouvrent tous les champs, pas uniquement les champs à but commerciaux. Ou, À partir du moment où on peut avoir des activités lucratives dans une association, tout est permis, c'est-à-dire l'entrepreneur qui veut créer une activité peut choisir indifféremment, pas pour lui parce que dans un cas c'est du patrimoine et pas dans l'autre, mais peut choisir le statut associatif ou le statut entreprise. Alors qu'est-ce qui fait qu'il va choisir l'un ou l'autre ? S'il veut se constituer du patrimoine, s'il veut pérenniser son rôle dans la structure, il va choisir la formule entreprise. S'il choisit la formule associative, il peut devenir, s'il veut que ce soit sa propre activité, il peut devenir salarié de l'association qu'il a créée, mais avec les règles de gouvernance prévues pour les associations, avec un conseil d'administration qui peut le révoquer, etc. Donc ce n'est pas la même sécurité, mais c'est en lien aussi avec la cause, c'est-à-dire qu'il y a des activités qui vont plus facilement prospérer sur le plan économique lorsqu'elles sont portées par une association, parce qu'il y a une cause, que par la forme société. Et puis la loi de 1901 précise que pour une association de 1901, ça ne doit pas être fait pour enrichir directement ou indirectement les membres de l'association. Donc un chef d'entreprise qui veut s'enrichir, gagner de l'argent, ce qui n'est absolument pas un gros mot, ce qui est légitime quand je monte une entreprise, ce n'est pas la voie associative, puisque c'est interdit. Mais c'est important aussi de faire la différence entre les différentes formes d'associations qui sont liées à leurs activités. On va trouver des associations qui réunissent des bénéficiaires des services, c'est-à-dire qu'ils sont là, les membres sont là comme consommateurs. Par exemple, un club de tennis, les membres du club de tennis, ils viennent pour pouvoir pratiquer leur sport. Les membres du Secours catholique, ils ne viennent pas comme bénéficiaires, encore qu'on trouve des bénéficiaires qui sont aussi bénévoles au Secours catholique, mais ils viennent d'abord dans un esprit caritatif pour donner de leur temps, de leur argent parfois, et la différence est vraiment importante. Et puis entre les deux, il y a la participation à une cause sans forcément y passer du temps, mais j'adhère à une association pour manifester que je défends telle cause. J'apporte mon poids à une association. Oui, c'est comme s'il y a une pétition. À une œuvre. Ouais. Ça peut être, et bien des cas, c'est aussi un acte citoyen. Les associations reçoivent des subventions de la part de l'État, les entreprises, non ? Est-ce que ça biaise pas un peu, sous d'autres formes ? Toutes les associations ne reçoivent pas de subvention. Je suis président d'une association qui reçoit 0 subvention et qui a d'ailleurs 0 salarié. Elles peuvent recevoir des subventions de la part de l'État, comme les entreprises. Oui. Oui. Alors les entreprises, elles reçoivent des subventions en général
comme aide à l'investissement, parce qu'elles ont besoin de se moderniser, parce que Elles cela... sont plus fléchées que dans des Ah ben, associations. en fait, c'est très rare. Moi, je pense que dans mon activité professionnelle, je ne pense pas avoir reçu de subvention depuis 25 ans ou 30 ans. Alors que c'est aussi, pour les associations, c'est une forme de subsistance. Toucher des subventions de l'État, il y en a qui vivent quasiment que de ça. Et puis il y a les dons. Et puis Oui, bien sûr. Oui, mais alors, la subvention, c'est parce qu'il y a des subventions indirectes. Quand, par exemple, une partie des charges sociales, c'est-à-dire du financement de la protection sociale, est pris en charge par la communauté nationale pour diminuer le coût du travail, c'est une subvention indirecte pour les entreprises qui ne me choque pas. Oui, mais moi, je ne serais pas du tout d'accord avec Joseph là-dessus, sur cette un petit peu. approche-là. Je ne sais pas pourquoi. Mais on pourrait dire l'inverse, c'est-à-dire que quand les employeurs participent au financement de la sécurité sociale, c'est leur contribution. Non, ça serait les entreprises. Oui, les employeurs. Non, les entreprises. Oui, les entreprises. Joseph parce que c'est pas Bernard Arnault qui sort son chéquier. C'est pas le chef d'entreprise. C'est l'entreprise, c'est pas le chef d'entreprise. Et l'entreprise, c'est qui? C'est la communauté humaine dont peut-être, fait partie les salariés. C'est la personne morale. Voilà. Mais je veux dire que lorsque la personne morale, entreprise, est exonérée de certaines cotisations sociales, ce n'est pas une subvention, c'est-à-dire décidé par la loi, c'est une moindre contribution à la solidarité nationale. Alors, est-ce qu'on Je pense que les jésuites qui nous écoutent auront compris, mais à la limite, quand chez les jésuites, c'est peut-être quelques traces. On a allez, 50 secondes. Alors, est-ce que les associations sont des entreprises comme les autres? C'était la question que j'ai posée au départ. C'est la question dont j'aimerais avoir la réponse. L'entreprise employeur, oui, comme une autre. Pour le reste, la place dans l'économie, dans la société, peut être différente parce qu'il y a souvent une cause derrière dans l'objet social d'une association. Pour moi, c'est la différence essentielle. Et Joseph? Et puis, il y a alors là, je suis entièrement d'accord. Et en plus, les associations reconnues d'utilité publique, ce qui est encore une autre sous-catégorie. Oui. Voilà, on a compris que c'est un monde extrêmement riche et extrêmement complexe. Voilà. Merci à tous les deux. On pourra évidemment en reparler dans d'autres émissions. Je vous rappelle en revanche que vous pouvez retrouver cette émission sur kto-tv.com. À la semaine prochaine.